On est à environ un mois, jour pour jour, de cette semaine nationale du don d'organes et de tissus qui est du 24 au 30 avril. Et il est le directeur du soutien des soins infirmiers et du soutien aux établissements de Transplant Québec. C'est M. Sylvain Lavigne qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Peut-être tout d'abord situer ce que c'est Transplant Québec pour les gens qui nous regardent à l'instant. Oui, Transplant Québec, c'est l'organisme qui est mandaté par le ministère pour coordonner les processus de don d'organes. À partir du moment où il y a un donneur potentiel dans un centre hospitalier, quelqu'un qui est en train de décéder à l'hôpital, c'est Transplant Québec qui va être contacté pour vérifier les registres, s'il y a eu des signatures de registre de consentement et procéder avec la coordination de l'ensemble du don d'organes, de la référence jusqu'au prélèvement. OK. Et je lisais justement que vous avez donné des chiffres justement là, à l'aube de cette semaine-là, puis vous avez constaté que le nombre de Québécois qui sont en attente d'une transplantation qui a augmenté de plus de 10 % en 2021. C'est une hausse là, de plus de 80 personnes, si on le chiffre aussi avec, de façon plus précise, ce qui était non observé au cours des 10 dernières années. Est-ce que c'est l'effet de la pandémie qui nous amène à constater tout ça? Oui, je pense qu'on n'a pas le choix de faire ce constat-là. La pandémie a ralenti un peu les activités en transplantation. C'est plusieurs facteurs, mais un donneur potentiel d'organes, il faut qu'il soit identifié par un professionnel. Puis à partir de là, on va pouvoir se rendre jusqu'à transplanter des organes, mais il faut aussi que les médecins qui s'occupent des patients, il y ait des plages opératoires qui soient en mesure de transplanter les organes. Alors, toute la chaîne a été impactée à travers la pandémie, puis ça a ralenti un peu le nombre de transplantations possibles. Fait que l'impact de moins de transplantations, c'est une augmentation de la liste d'attente. C'est ça, exactement. Là. Donc c'est d'autant plus intéressant, important qu'on fasse mention de cette semaine nationale du don d'organes et de tissus, qu'on en fasse la promotion. Puis je lisais toujours dans ces chiffres et dans ces choses que vous nous avez dévoilées en amont que le nombre de personnes en attente de poumons, c'est historiquement plus bas. Mais pour d'autres, par exemple, un foie, un rein, ça a augmenté. Donc, peut-être nous expliquer pourquoi là, ce constat-là encore là? C'est sûr qu'il y a, pour certains organes, il y a eu des ralentissements plus marqués dans la transplantation, dans la pandémie. Pendant un certain temps, les médecins ont dû prendre vraiment une réflexion sur l'impact potentiel de la pandémie sur les personnes transplantées qui sont immunosupprimées et tout ça. Et c'est sûr que cet impact-là était évalué différemment, dépendamment des organes. Et la transplantation pour les poumons, c'est vraiment quelque chose qui va sauver leur vie. Il n'y a pas d'autre traitement potentiel. Alors, des fois, pour certains organes comme les poumons, ils vont accepter un peu plus de risques. Ils vont être prêts à accepter une marge de risque un peu plus grande parce qu'ils sauvent la vie. Il n'y a pas d'autre traitement potentiel en attendant. Je ne veux pas dire qu'en rein, ils n'ont pas besoin autant de la greffe, mais pour eux, heureusement, il y a une dialyse qui est possible, un moment d'attente, si vous voulez. Là, fait que la marge d'acceptation des risques est moins grande. Fait que pour certains organes, comme ça, il y a des facteurs qui vont influencer le nombre de transplantations là, possibles dans un contexte de pandémie. C'est ça, on est allé au cas les plus préoccupants à court terme là, dans un contexte pandémique, là, ni plus ni moins. Oui, exact. Ouais. Et parmi les nouvelles, par contre, là, qui sont encourageantes, parce que vous nous en avez quand même donné aussi, là, il y a des chiffres aussi qui nous le démontrent. 409 personnes qui ont pu être transplantées en 2021, ce qui représente une hausse par rapport à l'année précédente. Est-ce qu'encore là, c'est observable par le fait que la pandémie, à un moment donné, dans la séquence des événements en 2021, ça s'est amélioré, donc on avait pu reprendre les salles opératoires avec la baisse du nombre de cas de COVID? Bien, on pense que oui, il y a toujours une fluctuation d'une année à l'autre. C'est jamais stable, les chiffres en transplantation et en don d'organes. Mais là, ça fait beaucoup de sens avec ce qui est arrivé. Au début, le système a vécu plus de bouleversements au début de la pandémie et au courant de la suite des événements, a été mieux organisé pour faire face aux imprévus, que ça a permis quand même de continuer les activités de transplantation. Ça nous a permis de augmenter un peu le nombre de transplantations, mais on n'est pas au niveau avant la pandémie. Fait que, c'est en lien, on est encore dans une année de pandémie, donc il y a eu encore un impact. C'est ça, une fluctuation. Ouais. Je lisais aussi, puis je dois vous dire que ça m'a impressionné. Puis je dois aussi faire amende honorable. Je n'avais pas signé ma carte de don d'organes. Et en lisant ceci cette semaine, je l'ai signé. J'ai fait mon devoir. Je le dis de façon publique, là, avec les caméras qui viennent qui l'enregistrent au moment de le faire. Mais je lisais qu'un donneur peut sauver jusqu'à 8 vies
et redonner la santé à 20 personnes. Ah oui, à ce point-là. Oui, parce qu'en don d'organes, nous, Transplant Québec, dans ce que vous venez de dire, on va y aller avec les 8 vies. Un donneur va donner un cœur, des poumons. Donc, on est à 2, le foie, le pancréas, les reins vont à 2 personnes différentes. Et le foie peut être donné aussi à 2 personnes différentes. On peut le scinder en 2, si vous voulez. Là. Ah oui. Au total, c'est 8 personnes juste pour les organes. Puis quand on dit améliorer la vie des autres, ça, c'est en don de tissus avec Emma Québec. Eux ont la possibilité aussi d'utiliser les tissus d'un donneur. On fait des donneurs, on les réfère. Puis à ce moment-là, eux peuvent effectivement y aller plusieurs dizaines de personnes qui vont avoir la vie améliorée. Très intéressant. Puis il y a peut-être des légendes urbaines qui peuvent circuler, puis il n'y a pas d'âge pour... c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 ans, 10 ans, 15 ans, 92 ans, puis on peut donner. Là. Nos tissus et nos organes peuvent être bons. Là. Absolument. Alors, on va considérer différents organes. Nous, ce qui est important, c'est la qualité de l'organe. On a des donneurs de plus de 90 ans. Ils n'ont probablement pas donné leur cœur parce que c'est l'organe qui, rendu à cet âge-là, est peut-être de moins grande qualité pour une transplantation. Mais le foie, lui, est probablement en très bonne condition si la personne n'avait pas d'autres antécédents. Alors, c'est vraiment de regarder la qualité des organes pour la transplantation, pour que ça soit bénéfique pour le receveur. Puis à ce moment-là, même en haut de 90 ans, tout à fait. Et on a eu un donneur aussi, l'inverse est aussi vrai. Là. De jeunes donneurs, c'est aussi possible. Il y a de jeunes patients en attente qui ont besoin de petits organes à ce moment-là. C'est un match difficile, mais qui est possible. Oui. Et peut-être parce qu'il y a encore des gens qui ont peur, qui ont des craintes, qui ont peut-être une certaine anxiété liée à ça. Des fois, c'est même l'entourage des familles, quand on perd un proche, ça peut arriver. Mais peut-être nous expliquer les conditions pour le donneur et celui qui se fait greffer. Je sais que ça peut diverger ça peut être un rein ou un foie, c'est peut-être pas toujours les mêmes choses, mais peut-être nous expliquer quand, par exemple, quelqu'un décède ou quelqu'un se fait greffer un rein, un petit peu le processus, comment on intervient pour vous, pour tenter peut-être un peu d'atténuer ces craintes-là qui peuvent être chez certaines personnes qui nous regardent actuellement. Oui, en fait, tous les milieux, tous les professionnels de la santé vont essayer de sauver la vie de la personne quand elle arrive à l'hôpital. OK? Ça, c'est d'emblée, mais vient un point où ils ne peuvent plus, il n'y a plus aucun traitement possible pour sauver la vie de la personne. Et c'est à ce moment-là que le don d'organes va rentrer un peu dans la réflexion. Là, ils vont nous contacter, puis nous, on va commencer à regarder la situation, coordonner et attribuer les organes selon des règles qui sont préétablies au Québec. Mais tout ça, ça se fait vraiment une fois qu'on a constaté qu'on ne peut plus sauver la vie de la personne. La majorité du temps, on a même constaté un décès. C'est pas le décès du cœur qui arrête de battre, comme la plupart des gens le connaissent, mais c'est le décès du cerveau qui est un décès tout aussi valable que celui du cœur qui arrête, mais qui est beaucoup plus difficile à comprendre pour une famille qui va être en situation de deuil et de crise parce que c'est toujours des situations de mort subite. Le don d'organes, ça ne peut pas être quelqu'un qui décède, par exemple, de complications de cancer ou quelque chose comme ça, parce que c'est des maladies qu'on pourrait transmettre. Donc, c'est plutôt des situations où on a un accident d'auto, où on a un accident vasculaire cérébral subi massif qui fait que le cerveau meurt. Et ça, on dit bonjour, on souhaite bonne journée à notre proche, puis on se fait appeler dans la journée pour dire que ça ne va plus. Donc, c'est toujours des situations très, très difficiles. La famille est en crise et doit donner un consentement pour le don d'organes alors qu'ils sont en train de juste essayer de comprendre que la personne est morte. Exact. Alors, c'est dans ce genre de contexte-là qu'on se place. Mais il y a toutes sortes de critères très spécifiques qui doivent être suivis pour s'assurer que la personne a un décès constaté avant qu'on puisse procéder pour nous appeler et nous impliquer pour faire l'attribution des organes. C'est d'en parler à la maison, d'en dialoguer, de le mettre sur un testament, par exemple, aussi. C'est important de le faire pour peut-être voir respecter nos dernières volontés et peut-être aussi pour les gens qui nous regardent actuellement, un geste simple, rapide pour l'indiquer. On l'écrit sur notre carte d'assurance maladie. Oui, il y a encore l'autocollant qui existe en arrière de la carte d'assurance maladie. Il y a maintenant des registres qui existent que vous pouvez signer, qui est accessible 24 heures sur 24 par Transplant Québec. Quand on a une référence d'un professionnel, on va aller vérifier ce registre-là. Celui de la RAMQ, encore, qui est donc un papier que vous recevez en même temps que la carte d'assurance maladie, qui est un renouvellement de la carte.
Mais il y a aussi les notaires qui ont instauré un registre. Quand on fait un mandat d'inaptitude ou un testament, ils devraient poser la question également pour vos volontés pour le don d'organes. Et ça aussi, c'est un registre 24 heures sur 24, accessible par des professionnels. Partout sur, entre autres, les plateformes que sont Internet, évidemment. On va sur votre site Internet. Tout est là, au bas de l'écran, au moment de se parler. Monsieur Sylvain Lavigne, évidemment, dans un contexte de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, on invite les gens à ouvrir le dialogue, à se parler. Très important. Parce qu'on le disait, on peut sauver des vies jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 personnes. Un donneur, c'est ce qu'il peut ultimement donner. Donc, et puis, ça a été très important, pertinent de le faire avec vous. Merci de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.